Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'exposition au musée d'Orsay intitulée Gustave Caillebotte, Peindre les hommes. Parmi toutes les célébrations artistiques de cette année, les 150 ans de la naissance de l'impressionnisme, les 100 ans du surréalisme ou de l'école d'Hanoï, retour sur le 130e anniversaire de la disparition de Gustave Caillebotte. Si le musée d'Orsay a choisi une approche très masculine, mettant en exergue la prédilection de l'artiste pour les figures masculines et les portraits d'hommes, je ne m'aventurerai pas sur ce champ, mais je vous proposerai plutôt un voyage dans la peinture de Caillebotte. Cependant, comptez sur moi, je ne manquerai pas de vous donner bien entendu mon avis à ce sujet à la fin de cette vidéo. Mais avant d'aborder tout cela, revenons tout d'abord à Gustave Caillebotte. Gustave Caillebotte naît en 1848 et disparaît en 1894, une période brève mais riche en événements en France et à Paris que je me permets de resituer brièvement. Entre 1848 et 1894, Paris devient le centre d'une France en pleine transformation, à la fois politique, sociale et économique. Les travaux d'Haussmann transforment la ville en un modèle de modernité, tandis que la révolution industrielle façonne une nouvelle société urbaine. Cette période, marquée par une croissance économique et culturelle, voit l'émergence d'une bourgeoisie consommatrice, d'une vie mondaine florissante et de nouveaux mouvements artistiques audacieux. Le Pont de l'Europe, daté de 1876, incarne cette période dans un style banal et énigmatique. Tandis qu'un ouvrier s'est arrêté pour contempler ce nouveau spectacle de gare et de locomotive, dont on aperçoit la fumée en arrière-plan, à gauche, un jeune bourgeois devance de quelques pas sa femme. Je vous invite à prendre le temps d'observer les études et les esquisses qui vous permettront de concevoir l'élaboration d'un tableau et la démarche de l'artiste et son don d'observateur. Car Caillebotte est dans sa ville en observateur. Tel un cinéaste ou un photographe, il saisit l'instant fugace qui apporte cette intimité dans ses tableaux par l'utilisation de grands formats, des constructions spatiales complexes et des cadrages immersifs. Paris est en chantier, mais Paris revit. La construction des grands immeubles de style haussmannien, reconnaissables par leur façade uniforme et élégante, va offrir un véritable terrain de jeu aux jeunes Caillebotte. Ces changements transforment Paris en une ville moderne, symbole de prospérité et de progrès, mais provoquent aussi des tensions sociales car de nombreux ouvriers et habitants pauvres vont être déplacés en périphérie. Caillebotte met donc en lumière ce nouveau Paris, entre l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie et une classe plus modeste. Avec l'industrialisation, le temps des loisirs devient plus important, notamment pour la bourgeoisie. Les Parisiens se divertissent dans des cafés-concerts, des théâtres, des bals, des parcs publics. Le canotage sur la Seine et les sorties dominicales en banlieue sont des activités très populaires, souvent représentées dans la peinture impressionniste. Évidemment, je vous citerai ici les tableaux Les Canotiers ou Les Baigneurs, ou encore cette course de bateaux mettant en scène les régates, grande passion de Caillebotte au demeurant. Par son style et ses cadrages, nous avons l'impression d'être dans l'intimité de la scène. Il faut savoir que Caillebotte était un canoteur et un voileux confirmé. Je ne peux pas lui reprocher, bien entendu. En outre, il devient vice-président du Cercle de la Voile de Paris en 1880. Acquisition majeure du musée d'Orsay en 2022, je vous en avais parlé, cette partie de bateau n'est que l'un des nombreux tableaux faisant référence au monde du nautisme dans la peinture de Caillebotte. Les impressionnistes, donc en général, s'intéressent aux scènes de la vie quotidienne, les rues de Paris, les gares, les cafés, les jardins publics. Ils peignent souvent en plein air, capturant la lumière naturelle et les changements atmosphériques. Rappelons-le, les impressionnistes abandonnent la composition formelle et les sujets académiques pour privilégier des touches rapides et des couleurs vives. Les cadrages sont influencés par la photographie et les scènes semblent parfois instantanées, comme des captures de moments éphémères. De cadrage serré, Caillebotte peut également dézoomer son approche à l'image de Boulevard d'en haut daté de 1880. Il s'agit là d'une approche inédite que l'on peut mettre en parallèle d'ailleurs avec certains tableaux d'André de Vambèze dont une belle exposition a eu lieu au Petit Palais en 2022. Les transformations haussmanniennes et l'essor de la modernité influencent profondément le travail de Gustave Caillebotte.
Il peint une ville en pleine mutation, avec ses larges boulevards, ses ponts métalliques et ses gares modernes. Ses œuvres captent l'effervescence de la vie parisienne, mais aussi une certaine mélancolie, une sensation d'isolement au sein de la foule, préfigurant l'ère moderne. Observez ce tableau rue de Paris, temps de pluie. Il s'agit là du plus grand tableau peint par Caillebotte, montrant une ville ordonnée et géométrique, marquée par les transformations d'Haussmann, mais il introduit aussi une certaine ambiance mélancolique dont je vous parlais précédemment, avec ses passants anonymes perdus dans la brume. Cette toile symbolise en fait la dualité de la modernité, progrès technique et isolement humain. Alors, on parle toujours de Gustave Caillebotte comme une figure clé de l'impressionnisme. Mais savez-vous pourquoi? En effet, Gustave Caillebotte a entretenu avec le groupe impressionniste une relation tout à fait unique. Gustave Caillebotte est né dans une famille bourgeoise parisienne et n'a pas suivi le parcours traditionnel des autres impressionnistes, souvent de milieux modestes ou bohèmes. En fait, Caillebotte a été formé en droit et ingénierie et il ne se tourne vers la peinture qu'en 1870, après la guerre franco-prussienne, et intègre l'atelier de Léon Bonnat, peintre académique renommé. Il est encouragé par son père et suit sa vocation artistique, comme son frère Martial d'ailleurs, qui lui sera plutôt porté par la musique. Il découvre ainsi le milieu artistique parisien, mais c'est vraiment sa rencontre avec Edgar Degas en 1874 qui va marquer un tournant décisif dans sa carrière. Degas l'introduit aux artistes impressionnistes, un groupe d'avant-garde alors qui cherchait à rompre avec l'académisme et le salon officiel. 1874 marque également la mort de son père alors qu'il n'a que 26 ans. Les deux jeunes frères dont je vous parlais, très proches, sont à la tête d'une immense fortune qui leur permettra de suivre la vie qu'ils désiraient. Ils vivront d'ailleurs longtemps ensemble avant le mariage de son frère. D'ailleurs, lorsque Martial se marie à la très religieuse Marie Minoret la même année, cette dernière refuse qu'il fréquente son frère aux mœurs qu'elle juge légères. Pour vous plonger plus en avant sur la vie de Caillebotte, je vous recommande le documentaire que vous pourrez sûrement voir à nouveau en streaming sur France 5, extrêmement bien documenté. Caillebotte commence donc sa carrière artistique assez tardivement par rapport à des figures comme Claude Monet ou Pierre-Auguste Renoir, qui peignaient déjà depuis plus d'une décennie. Mais Caillebotte est rapidement séduit par les idées novatrices des impressionnistes qui prônaient une représentation directe et spontanée de la vie moderne, en utilisant des techniques picturales tout à fait nouvelles, comme la peinture en plein air et l'emploi de couleurs vives. Cependant, on peut qualifier Caillebotte de peintre atypique. Son style diffère de celui de ses pairs. Il conserve une précision réaliste dans ses œuvres, souvent proche du naturalisme, tout en adoptant des cadrages audacieux et des perspectives innovantes. Le lien de Caillebotte avec les impressionnistes dépasse le simple engagement artistique. Il devient un soutien financier et logistique essentiel pour le groupe. Héritier d'une fortune familiale considérable, comme je vous le disais tout à l'heure, il utilise ses ressources pour aider ses amis artistes qui peinaient souvent à vendre leurs œuvres. Il achète d'ailleurs des tableaux de Monet, Renoir, Pissarro, Sisley et contribue ainsi à leur survie financière et leur permet ainsi de continuer à peindre. Caillebotte devient d'ailleurs un collectionneur enthousiaste des œuvres de Monet, soutenant l'artiste dans ses moments de difficultés financières. En revanche, Caillebotte entretient une relation plus distante avec Edgar Degas, malgré leur respect mutuel. Degas, connu pour son caractère difficile et son indépendance artistique, n'apprécie pas toujours les efforts de Caillebotte pour organiser les expositions et imposer une certaine cohésion au groupe. On peut tout à fait voir cependant l'influence que Degas aura eue sur lui quant à l'utilisation du pastel. Le pastel apporte un côté suave qui se mêle à l'intimité de ses scènes. Comme les autres impressionnistes, Caillebotte se heurte à l'académisme dominant et au conservatisme du salon officiel. Il préfère participer aux expositions indépendantes du groupe où il peut tout à fait exprimer librement ses idées et expérimenter des compositions audacieuse. Outre sa contribution artistique, Caillebotte a joué un rôle crucial en tant que collectionneur d'art et il a su reconnaître le potentiel des impressionnistes bien avant que leur succès ne soit reconnu par le public. À sa mort en 1894, il lègue sa collection à l'État français à condition qu'elle soit exposée au musée du Luxembourg. Pourquoi? Parce que le musée du Luxembourg était dédié aux artistes vivants.
Ce legs, qui comprenait des chefs-d'œuvre de Monet, Renoir, Degas et Sisley, a marqué une étape essentielle dans la reconnaissance institutionnelle des impressionnistes. Mais d'un point de vue artistique, Caillebotte se distingue par son approche moderne du cadrage et du choix de ses sujets. De la même manière que je vous avais parlé de Walter Sickert, il est également influencé par l'art photographique naissant de l'époque qui inspire ses compositions asymétriques et ses cadrages inhabituels. Bien entendu, je ne manquerai pas de vous parler des Raboteurs de parquet, datés de 1875, une représentation audacieuse de la vie ouvrière, très rare à l'époque, et le choix de sujet montre l'intérêt de Caillebotte pour les scènes réalistes et non idéalisées, tandis que le cadrage plongeant accentue la sensation de labeur des travailleurs. Un coup de cœur pour le petit format cependant, vous serez tranquille pour le regarder car tout le monde se jette littéralement sur le grand format si connu du grand public. Mais Caillebotte va même plus loin dans l'approche de la modernité. On peut déjà discerner dans ce tableau une approche proche de celle du groupe des Nabis. Observez, observez cette lumière, cette touche, ces tissus. Cela ne vous fait-il pas penser à Bonnard? Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. Je ne partage pas du tout l'angle choisi par le musée d'Orsay, mais cela n'engage que moi, bien entendu. En effet, en focalisant l'attention sur des aspects personnels tels que la sexualité présumée de l'artiste et en s'éloignant de l'analyse purement picturale, on prend le risque de biaiser l'interprétation des œuvres. Me concernant, il semble plus pertinent de séparer l'homme de l'artiste et de mettre en lumière avant tout la technique, l'innovation et l'approche unique de Caillebotte en tant que peintre. Les commentaires de Sally Bonne, maître de conférences en esthétique à l'université Picardie-Jules Verne, auteur, critique d'art et commissaire d'exposition, et de Stéphane Correa, éditorialiste au Journal des Arts, révèlent bien ce débat autour de l'angle choisi d'exposition. Sally Bonne aura été plus sévère que moi. Je la cite. Heureusement que les œuvres sont là, car l'angle de l'exposition est ridicule. Les cartels sont pleins de sous-entendus qui laissent penser un rapport particulier de Caillebotte à la masculinité et surtout à sa sexualité. Ce point de vue est intéressant, mais peut-être un peu sévère, qui révèle qu'en essayant de coller une lecture actuelle à une œuvre historique, on en altère la perception. Stéphane Coréard, lui, à l'inverse, défend cette exposition en affirmant que l'angle des commissaires n'empêche en rien de voir la beauté des peintures et que la sexualité de Caillebotte n'est pas finalement si importante que cela. Pour lui, le travail de l'artiste est avant tout une exploration des perspectives et des jeux de lumière. Il met en avant la manière dont Caillebotte représente la figure masculine, souvent négligée par les autres impressionnistes. Eh bien, je trouve ce point de vue tout à fait pertinent dans la mesure où il permet de dépasser le débat sur la vie privée de l'artiste et d'apprécier son œuvre pour sa contribution novatrice à l'impressionnisme. Cette parenthèse fermée concernant l'exposition elle-même, courez, volez, faites au mieux, mais rendez-vous sans hésiter à cette exposition. Bien entendu, comme d'habitude pour le musée d'Orsay, je vous conseille vivement de réserver vos places car beaucoup de monde vous attendent sur place. Un privilège de voir réunis ici tous ces tableaux témoins d'une modernité naissante au XIXe siècle. Cadrage, lumière et innovation picturale seraient les 3 points à retenir de la peinture de Caillebotte. Prenez donc le temps de revenir à l'essence de la peinture de Caillebotte. Ses choix, ses sujets, ses représentations masculines peuvent susciter des interrogations sur sa vie personnelle, mais balayez tout cela et profitez de cette exposition qui réunit là de véritables chefs-d'œuvre. À très bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.